Joliba Afternoon News. Partenariat Mali-Russie, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, souhaite élargir la collaboration entre les deux pays au-delà des questions sécuritaires. L'invité culture de la semaine est Yakuba Magasuba, marionnettiste et promoteur de la compagnie NAM. Ailleurs dans le monde, où des images filmées avec un drone montrent l'étendue des inondations dans la ville canadienne d'Abbotsford, en Colombie-Britannique. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal sur Joliba TV News. Nous en parlions à l'instant dans une interview accordée à un média russe lors de sa dernière tournée à Moscou. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a souhaité que la Russie mette en œuvre son expertise et sa technologie en vue de développer l'exploitation des ressources minières et pétrolières du Mali dans un partenariat gagnant-gagnant. Suivons ce commentaire avec Abdoulaye Koniba Konaté. Le partenariat russo-malien entend élargir son champ d'action. Outre les questions traditionnelles sécuritaires, les deux pays pourront travailler en symbiose en matière d'exploitation minière et pétrolière. C'est partiellement ce qu'on peut retenir d'un entretien du ministre malien des Affaires étrangères avec un média russe. Le Mali dispose d'un potentiel considérable en matière de ressources pétrolières qui restent à exploiter. Et la Russie est aujourd'hui le premier producteur mondial dans ce domaine. Nous espérons que la Russie, avec son expérience, son expertise et sa technologie, pourra également contribuer à l'exploitation des minéraux utiles, a soutenu le ministre malien des Affaires étrangères lors de cet entretien. Par ailleurs, le chef de la diplomatie malienne a aussi évoqué le secteur agricole. Bien qu'il soit le premier producteur du coton en Afrique, le Mali n'arrive pas à transformer suffisamment son coton. Selon le ministre Diop, des partenariats avec des entreprises russes qui sont intéressées à la possibilité d'utiliser ces potentiels pourraient être bénéfiques pour les deux pays partenaires. Nous souhaitons donc que la base de nos relations soit élargie dans un esprit de coopération gagnant-gagnant, a-t-il conclu. Dans nos éditions précédentes, nous recevions un invité. Il s'agit de l'économiste Modibo Mao Makalou. L'entretien a porté sur les sanctions de la CEDEAO contre des personnalités de la transition malienne dont les noms ont été publiés ce mercredi 17 novembre 2021. Suivons. Moi je suis désolé que cette liste soit apparue, mais la liste avait déjà été compilée depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'était réunie déjà le 16 septembre. Et vous saviez, il avait été demandé là, cette conférence des chefs d'État, qui est l'instance suprême de décision de notre organisation sous-régionale, avait décidé de compiler une liste des personnes qui seraient liées de loin ou de près au retard enregistré à la transmission d'un calendrier ou d'un chronogramme détaillé pouvant mener aux élections. Donc c'est cette liste qui, en fait, les sanctions ont été mises en vigueur depuis la conférence du 7 novembre, mais la liste a été rendue publique hier. Écoutez, au niveau diplomatique, ce sont des sanctions psychologiques d'abord. Je ne pense pas que, parce que quand même ça montre un peu la détérioration des rapports entre notre pays et l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, parce que le fait qu'on ait quand même sanctionné 149, ou ciblé 149 personnalités, c'est-à-dire l'ensemble des membres, c'est-à-dire les 121 personnes qui sont membres du Conseil national de transition, qui fait office d'organe législatif, et la quasi-totalité du gouvernement, 28 personnes sur 29, à l'exception évidemment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Donc c'est une sanction quand même symbolique très forte, et je pense que quand même, mais par contre c'est une mesure temporaire, et je pense que dans les jours à venir, peut-être qu'il y aura une évolution dans ce dossier. Mais écoutez, le président de la transition, chef de l'État, les relations extérieures, la diplomatie est le domaine réservé du président de la transition, du chef de l'État. Et vous savez aussi que le ministre des Affaires étrangères en diplomatie est le représentant personnel du président de la République. Donc ce sont les deux personnes les plus
habilité, c'est un domaine régalien, un domaine de souveraineté. Et je pense que ça laisse aussi encore la porte ouverte au dialogue, étant donné que c'est le ministre des Affaires étrangères qui conduit ce dialogue avec l'organisation sous-régionale. Oui, moi j'ai bon espoir que tout va bien se dérouler. Je pense que la situation va se dénouer durant ce mois de décembre. Quand la liste va être, ce chronogramme détaillé va être transmis aux autorités de la CEDEAO. Et en ce moment, les sanctions, je pense, parce que la fenêtre reste ouverte, le dialogue est toujours en cours entre notre pays et l'institution sous-régionale. Et je pense qu'un dénouement heureux risque de se produire durant le mois de décembre. D'accord. Merci, M. Makalou. C'est nous moi qui arrivons vous à remercie. la fin de cet entretien. Merci de nous avoir donné des éléments de réponse par rapport à cette crise que notre pays traverse depuis un certain moment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Toujours par rapport aux sanctions de la CEDEAO, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi les 149 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, sont épargnés par ces sanctions. Qu'en pensent donc les citoyens maliens? La réponse dans ce micro-trottoir de Aminata Traoré et Bourima Doubari. On peut même dire que 70% du pays est occupé à la part des djihadistes ou encore d'autres terroristes qui menacent. S'il faut d'autres sanctions, de priver nos autorités, c'est-à-dire des traditions, de partir parler nos problèmes ailleurs, ça c'est pas une bonne chose. Le Mali fait partie de l'un des créateurs de la CEDEAO. Et c'est les Maliens qui doivent vraiment décider leur sort. C'est très normal, le Mali n'est pas pour la CEDEAO. Tout le monde sait que la transition est une période exceptionnelle. Tout le monde sait que ce que Assimi Choguel et Assimi sont en train de faire, vraiment ils sont en train de poser des actes. Ils sont en train de poser des actes, vraiment il faut qu'on les laisse travailler. Pour moi, il faut prolonger la transition à 3 ans. CEDEAO a une décision pleine. Concernant cette décision prise par la CEDEAO, je demande à nos autorités, notamment à Assimi Goïta et Abdoulaye Diop, de dialoguer avec les membres de la CEDEAO afin de trouver une solution définitive, car cette situation risque d'être compliquée pour les Maliens à l'avenir. Moi je pense que la sanction de la CEDEAO c'est pour nous faire peur quoi. Sinon la CEDEAO ne peut rien contre nous parce que le Mali est l'un des membres fondateurs de cette organisation sous-régionale là. Et puis cette sanction-là aussi, pour moi, ça n'a pas assez d'effet quoi. Parce que nous avons besoin de la CEDEAO comme la CEDEAO aussi a besoin de nous quoi. C'est une coopération bilatérale. Alassane Keïta, le promoteur des complexes scolaires Cheikh Modibo Diarra et de l'Union de Hamdalaye, était natif de Tombouctou. Après son cursus universitaire à la faculté des sciences humaines de Bamako, M. Keïta s'est lancé directement dans la réalisation de son rêve d'enfance, notamment l'enseignement. Cette passion l'a conduit à la création de sa propre boîte qu'est l'école Cheikh Modibo Diarra. 16 ans après, l'homme a fait un grand parcours. Aruna Saliakoune nous propose son portrait. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne afin qu'elle grandisse et s'épanouisse, disait le pape Jean-Paul II. Alassane Keïta, diplômé des sciences de l'éducation, a choisi l'éducation comme métier pour aider les enfants à s'épanouir. Avec l'allemand, ça va? Vous comprenez le cours? Oui. Ah, ça c'est bien. Bon courage alors. Promoteur des complexes scolaires Cheikh Modibo Diarra et de l'Union de Hamdalaye, le quarantenaire a une réputation de bosseur, un passionné de l'enseignement et de l'éducation. Il est au four et au moulin, quoi. Et tout ça avec comme objectif engranger de très bons résultats à la fin de l'année scolaire. Donc c'est quelqu'un avec lui, ça badine pas, quoi. C'est quelqu'un c'est un fou de travail comme je dis. Il se bat et tout ça. Il aime beaucoup les enfants. C'est quelqu'un qui aime les enfants, qui aime l'éducation, qui tient à leur réussite. Justement, son amour pour l'éducation lui a conduit en 2005 à la création de sa première école, l'école Cheikh Modibo Diarra. L'école Cheikh Modibo Diarra a été créée le 1er octobre 2005 à Hamdalaye.
Donc aussitôt, dès que j'ai fini maintenant avec l'université, avec ma maîtrise en sciences de l'éducation, donc je me suis dit qu'au lieu de travailler comme ça pour les gens, pourquoi ne pas créer ma propre boîte et créer de l'emploi en même temps aussi et en même temps m'exercer dans ma passion. Maintenant, c'est une passion d'enfance. Depuis que j'étais tout petit, j'ai aimé enseigner, en même temps j'ai aimé les enfants. L'école Cheikh Modibo Diarra d'hier est devenue le complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra d'aujourd'hui. Comme toute grande œuvre, il faut aller étape par étape. C'est ainsi que j'ai commencé maintenant, avec la première création, j'ai commencé avec une vingtaine d'élèves, juste par le premier cycle. Moi-même, j'étais en classe, j'étais enseignant, j'étais directeur, j'étais promoteur. Donc maintenant, il n'y avait pas assez d'élèves. Donc si les parents n'étaient pas là, j'étais en classe et j'enseignais. Donc c'est ainsi que maintenant, on a commencé par le premier cycle. Ensuite, l'année qui suit, on a créé le second cycle. Donc, quand les parents voyaient que vraiment la prestation était bien, les parents disaient, mais pourquoi pas un lycée Cheikh Modibo Diarra? Le lycée est créé. Le taux de réussite aux différents examens est excellent. Au-delà de ce succès, le complexe scolaire emploie une centaine de personnes, tout en respectant les obligations du Code du travail. Actuellement, dans les différents établissements, nous frôlons à peu près maintenant les 800-900 élèves. Et en même temps, on a à peu près 250 employés ici. Donc, je peux dire qu'il y a à peu près une centaine d'emplois permanents qui sont là, une centaine qui sont payés 12 mois sur 12 avec une couverture sociale aussi. Nous avons toujours un taux de réussite très honorable, si je dis, parce que nous sommes toujours dans les 80% depuis la création maintenant du lycée. Donc, nous faisons maintenant 80% et plus, 90% et plus. Même cette année, nous sommes à 93,93% de taux de réussite au bac. Grâce à la rigueur, à l'expérience et à l'expertise acquise par M. Keïtan dans son domaine, il est sollicité en 2016 pour venir à la rescousse des complexes scolaires de l'Union à Hamdalaye. Il est venu ici en 2016. Nous étions presque au bord de la faillite, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est lui qui est venu nous sauver. Quand je dis sauver, c'est lui qui est venu reprendre l'école à Nemo. Il est très sérieux dans le domaine du travail, il est rigoureux. Et nous sommes dans la même situation et nous aussi nous sommes obligés de faire comme lui. Donc par rapport à cela, vraiment c'est un promoteur exemplaire. Une rigueur et un style imposé qui ont permis à ces passionnés de l'école de se frayer un chemin, d'avoir une bonne réputation dans le monde scolaire. Ambitieux et courageux, Alassane Keïta travaille déjà sur son futur grand projet, celui de la création de l'université Cheikh Modibo Diarra. Un autre défi qu'il va à coup sûr relever. Le musée maritime est le thème de l'image du jour. Le musée maritime des Pays-Bas est le plus grand musée au monde consacré à la navigation. Il est situé dans les ex-entrepôts de l'Amirauté sur l'îlot de l'Oosterdok à Amsterdam. Il est constitué de deux parties, l'une à l'extérieur avec les copies des bateaux accostés au quai, l'autre à l'intérieur qui est constituée d'une trentaine de salles réparties sur 3 niveaux. Depuis le rez-de-chaussée où les œuvres sont exposées selon un ordre chronologique, le premier étage illustre les premiers siècles de la navigation néerlandaise par des maquettes de navires, des cartes géographiques, atlas, map-monde, cartes nautiques, divers instruments, etc. pendant que les expositions du niveau supérieur traitent du 19e siècle jusqu'à nos jours. Sa bibliothèque contient environ 400 livres antiques, une salle audiovisuelle. À l'origine, le musée est situé dans un édifice à l'angle entre le Cornelis, proche du Vondelpark. Il est transféré à son emplacement d'aujourd'hui dans un bâtiment construit en 1656 par l'architecte Daniel Stalpaert, qui accueille d'abord un ex-magasin de l'Amirauté, puis l'arsenal de la marine hollandaise et enfin l'actuel musée inauguré par la princesse Béatrix le 13 avril 1973. L'édifice est rénové en profondeur entre 2007 et 2011 par l'architecte Liesbeth van der Poel, avec notamment la couverture de la cour par une verrière autoportante de 34 mètres de côté. À présent, l'actualité internationale. Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères commente les visites en Éthiopie du président kényan et des émissaires Olusegun Obasanjo de l'Union africaine, Jeffrey Feltman des États-Unis. Ces derniers se sont déjà rendus en Éthiopie courant novembre pour amorcer un accord entre le gouvernement du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui progressent dans le sud et n'excluent pas de marcher sur la capitale
capitale Addis Abeba. Le Kenya, qui a joué un rôle actif dans les efforts de médiation pour tenter de mettre fin au conflit, croit qu'un cessez-le-feu est possible, a assuré sa ministre des Affaires étrangères, Rachel Omamo, lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Blinken ce mercredi. Le Kenya est un pays voisin et tout pays voisin s'inquiète de son voisin. Et c'est en raison de cette inquiétude que le dirigeant a pu venir ici. Sa mission consistait essentiellement à discuter des questions particulières, du renforcement des relations entre nos deux pays. En fait, il est également préoccupant. Les forces de sécurité soudanaises tirent des grenades lacrymogènes sur des manifestants anti-Punch à Khartoum lors de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre avec 15 morts. En matinée ce jeudi, alors que les communications téléphoniques avaient été rétablies après une coupure lors de la répression, les forces de sécurité ont de nouveau tenté de disperser des dizaines de manifestants restés sur leurs barricades dans la banlieue nord de la capitale. Le cœur de la mobilisation qui réclame un gouvernement civil dans un pays sous la férule de l'armée, quasiment en continu depuis 65 ans, a désormais un bastion. Khartoum Nord, banlieue reliée à la capitale Khartoum par un pont sur le Nil. Là, mercredi, au moins 11 des 15 manifestants tués au cours de la journée sont tombés sous les balles des forces de sécurité qui visaient, selon un syndicat de médecins pro-démocratie, la tête, le cou ou le torse. Des images filmées avec un drone montrent l'étendue des inondations dans la ville canadienne d'Abbotsford, dans la province de Colombie-Britannique. Le maire d'Abbotsford, Harry Brown, affirme que plus de 180 personnes ont été évacuées par les airs et les eaux durant la nuit en raison d'inondations historiques. Des pluies torrentielles tombées dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations tuant une personne et conduisant à l'évacuation de milliers d'autres dans le sud de la province. Le gouvernement canadien avait annoncé mercredi l'envoi de l'armée en renfort pour aider les milliers de personnes évacuées dans l'ouest du pays. Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, en déplacement en Pologne, rencontre son homologue polonais et assiste à un exercice militaire. Plusieurs milliers de migrants originaires, principalement du Proche-Orient, sont bloqués depuis des jours le long de la frontière polonaise dans l'espoir de gagner l'Union européenne. Mais Varsovie, ainsi que les deux autres voisins européens du Bélarus, la Lituanie et la Lettonie, refusent de les laisser passer. Un premier avion transportant des migrants irakiens a quitté jeudi le Bélarus, que les grandes puissances accusent d'avoir provoqué un afflux d'exilés à sa frontière avec la Pologne, où Varsovie a procédé à l'arrestation d'une centaine d'entre eux. Le jeune plasticien malien Mohamed Dembélé est l'un des grands espoirs de la peinture malienne, tant par la maîtrise de sa technique qui frôle le figuratif et les messages qu'il véhicule dans ses œuvres. Lauréat de plusieurs prix, Mohamed Dembélé rêve aujourd'hui d'exposer dans les plus grandes galeries du monde. Youssouf Koné et Ladji Malik Guité. Dans le quartier de Sangaré-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, Mohamed Dembélé, la trentaine, nous reçoit dans son espace de travail aménagé sur le toit de la maison familiale. L'artiste est encore dans l'euphorie de son prix remporté le week-end dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors de la 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Je suis vraiment honoré d'avoir le 2e prix, vu qu'on était beaucoup d'artistes et sous compétition. Et parmi ces artistes-là, moi qui ai eu le 2e prix, c'est vraiment une immense joie pour moi. Et je suis fier d'être un artiste peintre malien. Ces prix viennent s'ajouter à une liste de trophées de l'artiste déjà fourni, qui compte notamment 2 prix du Festival international de la caricature et de la bande dessinée de Bamako et du concours Total Art. Le jeune artiste compte à son actif une trentaine d'expositions sur le plan national et international. 3e d'une fratrie de 6 enfants, Mohamed reçoit l'art en héritage de son père, un dessinateur doué. Il perfectionne son talent au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté de Bamako. Depuis à bas âge, j'aimais dessiner
Je peux dire que voilà, c'est inné chez moi, vu que mon père aussi faisait le dessin avant. Donc je faisais des petits portraits, des petits dessins, des services à des personnes qui m'ont demandé d'aller décorer leur boutique et autres. J'aimais aussi regarder les bandes dessinées telles que les Dragons de Bouzette et autres. Je n'ai pas choisi d'être artiste au fait, c'est l'art qui m'a choisi. Avec de la peinture acrylique, de la colle blanche, des tissus usés, Mohamed développe un style original qui aboutit à une multitude de traits colorés. Au milieu de cette vibration apparaissent ces personnages figuratifs. Avant d'arriver au résultat final, j'ai fait des années de recherche. Je faisais avant de l'abstraction, je faisais le réalisme. J'ai un peu touché à tout avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Mon travail se fait principalement avec la peinture acrylique sur toile. J'utilise de temps en temps le collage, mais je reste artiste plasticien. J'ai un travail basé sur la décomposition de mon œuvre au travers d'une multitude de traits, comme si le mouvement n'était pas stoppé net une fois figé sur la toile. Du beau de cette toile surgissent des messages brûlants de l'actualité et de la société tels que l'immigration et les marchands ambulants. Le colporteur est l'une des thématiques actuelles de l'artiste. Dans mon œuvre, mon travail se fixe sur beaucoup de choses, l'actualité, les médias, les faits sociaux, aussi bien celui qui peut sembler terne ou morose que les plus anecdotiques et choquants. Donc je travaille sur beaucoup de thèmes. Actuellement, je travaille sur les Yala Yala, qui veut dire les marchands ambulants. Le père de Mohamed ne regrette pas d'avoir soutenu son fils dans son métier d'artiste. Il s'est dit même fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. On le dit souvent, on dit que l'art ne nourrit pas son bonhomme. Mais avec le temps, j'ai apprécié ce qu'il faisait et je suis en fier. Donc, il n'y a pas eu assez de malentendus. Donc, je l'ai encouragé dans ce domaine pour qu'il puisse continuer. Aujourd'hui, le rêve le plus ardent de Mohamed est d'exposer dans les plus grandes galeries du monde et marcher sur les pas des grands noms des arts plastiques maliens comme Abdoulaye Konaté, l'une de ses influences. Je vous le disais à l'entame de cette édition, notre invité du jour est Yacouba Magasuba, marionnettiste et promoteur de la compagnie Nama. Bonjour M. Magasuba. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'inviter. Je vous reviens dans un instant pour les questions. D'accord. Yacouba Magasuba est un marionnettiste et metteur en scène malien. Il a été initié et formé à l'art de la marionnette par son grand-père Bamba Magasuba en 1995 et son oncle le marionnettiste Yaya Koulibaly, fondateur de la troupe Sogolo de 2000 à 2012. En 2010, il fonde avec ses compagnons la compagnie Naman qui compte aujourd'hui environ 300 représentations de spectacles à travers l'Afrique et le monde. En 2017, la compagnie remporte la médaille de bronze dans la catégorie des marionnettes géantes aux Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Depuis 2013, Yacouba Magasuba est le président de l'association Art, Marionnettes, Musique, Clown et Danse dans nos rues. En 2017, il crée le festival Rendez-vous chez nous à Bamako, le premier festival d'art de rue au Mali, dont la 5e édition a démarré hier jeudi 18 novembre à Bamako. Alors, Monsieur Magasuba, je le disais il y a un instant, vous êtes l'initiateur du festival Rendez-vous chez nous à Bamako. Oui. Présentez-nous ce spectacle. D'abord, je vous remercie. Le festival Rendez-vous chez nous à Bamako, c'est un festival des arts de rue. L'objectif de ce festival, c'est quitter entre les quatre murs, que toutes les populations se retrouvent sur une place, comme on dit, Fréquenet au Mali. Et les rencontres professionnelles entre les artistes nationaux et internationaux au Mali. D'accord. La 5e édition du festival a démarré hier jeudi. Oui. Quelles sont les activités phares de cette édition? Les activités phares de ces activités festival, c'est précisément les arts vivants dans la rue. Il y a des programmations dans les différents sites de Bamako et dans les écoles. Et la base c'est à Manyamougou, Fasokanou, chaque soir que nous on est. D'accord. Ouais. Quelles sont les innovations apportées à cette 5e édition? Les innovations apportées dans cette
5e édition est qu'on a eu vraiment l'opportunité de découvrir plein de choses, des formations, de création, et avoir aussi des nouveaux bailleurs qui nous a rejoints cette année, qui est la République tchèque. C'est la première fois même qu'il intervient dans le cadre du festival, on le remercie beaucoup aussi cette année. On est super content cette année dans le cadre du festival Ranouh chez nous à Bamako. Quels sont vos projets à venir? Premièrement, il y a un projet de création du centre de formation de l'art de la marionnette au Mali. Et la création des collectifs de marionnettistes au Mali pour pouvoir vraiment bien développer notre secteur. Et on a des dates partout maintenant à cause de ces festivals. Bientôt on va aller au Massa. On a les 2 compagnies qui sont sélectionnées au Massa dans le cadre des cirques de la scène. Et fin juin aussi, on est invité en Allemagne avec beaucoup de nombres, même 24 personnes qui seront là-bas pour présenter le spectacle que nous on a créé. Monsieur Babasouba, nous arrivons au terme de cet entretien. Oui. Quel appel lancez-vous à l'endroit des populations de Bamako? J'invite tous les Maliens qui viennent nous rejoindre pour vraiment montrer la capacité des artistes maliens aux populations maliennes. J'invite tout le monde. À partir de 16h aujourd'hui, on commence jusqu'à 2h, 3h du matin dans les différents sites du festival. D'accord. Voilà. Encore une fois, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Afternoon News.